ils m'ont emmené dans un wagon un peu secret. Un wagon un peu secret. Yo les petits potes à la compote, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans ce nouveau podcast. Aujourd'hui on est avec Marion, dit la toupie voyageuse, qui va nous raconter un peu son expérience, ses voyages en Afrique, où elle y a passé énormément de temps, en Égypte, au Kenya et au Sénégal. Il y a 2-3 petites histoires vachement cool sur le transsibérien, sur des voyages en train. Est-ce que tu peux te présenter succinctement ? Bah écoute, avec plaisir. Donc Marion, j'ai 32 ans. Je m'appelle aussi la toupie voyageuse. J'ai un blog depuis plusieurs années où je partage mes aventures de voyage en solo. Je suis passionnée par le voyage et en particulier sur le voyage en solitaire, hors des sentiers battus. J'essaye de partager toutes mes petites aventures. T'es allée en Égypte ? Je suis allée en Égypte. Comment est-ce que ça se passe en Égypte pour une femme seule ? Honnêtement, moi je vais vraiment te casser tous les clichés reçus. Okay. Vraiment. Pas parce que j'adore ce pays, c'est vrai que je suis clairement tombée amoureuse de l'Égypte quand j'ai découvert l'Égypte en 2021. Lors de mon premier voyage, c'était juste après le Covid. J'ai vraiment passé un moment, au final 2 ans, donc je peux vraiment en parler quand même. Quand on se rend dans des pays comme ça, déjà ce qui est super important, c'est de s'adapter quand même aux coutumes, au niveau vestimentaire. Voilà, aujourd'hui là j'ai un petit décolleté quand même, je le porterai pas forcément en Égypte, donc à partir du moment où tu t'adaptes, que tu te mets en phase avec la population sans se couvrir non plus, mais moi j'ai jamais ressenti d'insécurité, au contraire les Égyptiens c'est vraiment un peuple hyper accueillant, hyper chaleureux, hyper déconne, ils sont toujours en train de plaisanter. Il y a ce petit côté scam comme tu dis, c'est clair, mais après à partir du moment où tu as capté le truc, ça va quand même. En tout cas, pas spécialement, je me suis jamais sentie en insécurité, j'ai jamais eu de soucis en Égypte. Après, c'est quand même un monde d'hommes à la tombée de la nuit, par exemple. C'est vrai que le soir, souvent, toutes les femmes sont rentrées pour s'occuper de la maison et les regards ou quoi, ça peut être un petit peu pesant ou quoi, mais voilà, c'est à partir du moment où tu les occultes, pas de soucis et on m'a jamais embêté. Je suis sûre que si quelqu'un m'avait dérangé, j'aurais eu tout le reste de la population qui m'aurait aidé. J'adore, on casse les clichés et ça c'est génial. C'est quoi le moment le plus mémorable que tu as pu vivre en Égypte ? J'étais dans le sud de l'Égypte, à Aswan, en Haute-Égypte, là où il y a vraiment le désert avec les dunes de sable qui se jettent dans le Nil. Souvent le départ pour les navigations sur le Nil. Okay. Le cliché des voyages en Égypte. Et en mode voyage solo, moi j'avais pas vraiment d'occasion de me joindre à un groupe ou de voyager avec des gens, et à bord d'un bateau c'est quand même mieux de partager. Rencontre avec un gérant de bateau. Son bateau partait le lendemain, il me dit il me reste une cabine, écoute, saute sur le bateau. Et bien sûr c'était pas un gros bateau de tourisme de masse, tout ça je déteste, c'était vraiment le bateau traditionnel, en bois, à voile, etc. Et jamais j'aurais pensé avoir une opportunité pareille. Une navigation sur le Nil à bord d'un magnifique bateau traditionnel d'Arabia, ça s'appelle. Donc j'ai ça en tête. Et est-ce qu'en tant que voyageuse solo, quand tu vas en Afrique, comment est-ce que, de ton point de vue, sont perçus les touristes dans des pays comme ça ? Parce que j'ai quelqu'un qui est intervenu juste avant sur des podcasts, du coup qui a fait un volontariat au Togo. Ouais. Et qui du coup avait un peu démystifié le fait que y a quand même cette image de l'homme blanc qui va déranger entre guillemets les populations, les indigènes qui vivent là-bas. Comment est-ce que tu t'es senti, comment est-ce que les autres potentiellement t'ont perçu quand t'es allé par exemple au Kenya ou au Sénégal? C'est un petit peu double tranchant finalement, parce que forcément on est blanc, on a d'ailleurs nos surnoms dans ces pays-là. Au Sénégal, donc ce sont les Toubabs, au Kenya ce sont les Muzungu, on a nos noms vraiment pour nous prédéfinir. Donc voilà, on a quand même cette image de riche européen qui peut voyager, mais d'un côté aussi, je pense qu'il y en a pas mal qui sont reconnaissants ou qui sont aussi contents qu'on prenne le temps d'aller visiter leur pays. Au niveau logistique, comment ça se passe quand on veut aller dans des pays africains ? Il faut des visas, j'imagine. Ouais. Ayez toujours un passeport sur vous. Si vous n'avez pas de passeport, allez faire un passeport. Ça coûte 85 €, mais ça dure 10 ans. Et petit tips, dans votre passeport, vous mettez sur 2 pages qui se suivent, vous mettez 2 post-it. Parce qu'il y a certains pays qui demandent à avoir 2 pages vierges avant d'arriver dans le pays. Pourquoi ?
ça on sait jamais. Comment est-ce qu'on prépare ce voyage? J'ai toujours été attirée par l'Afrique. Je sais pas comment l'expliquer. Pour les 3 pays dont on parlait, donc Kenya, Égypte, Sénégal, il faut un visa effectivement, mais voilà, on l'a automatiquement, soit en arrivant, soit en faisant une démarche en ligne. Ça va entre 25 $, euros, jusqu'à 50 $ pour le Kenya. À part remplir des formalités basiques, pas de soucis. Pour le Kenya ou le Sénégal, vaut mieux avoir un vaccin contre la fièvre jaune. Mais sinon, il n'y a pas vraiment de restrictions par rapport à d'autres pays où un peu plus compliqués. Ok, tu peux nous en dire un peu plus sur ces autres pays un peu plus compliqués? Je pense, là, c'est peut-être un petit peu plus compliqué de voyager là-bas aujourd'hui, mais la Russie, un pays où j'ai passé un peu de temps aussi, un petit peu plus jeune. Aujourd'hui, j'ai 32 ans, c'était il y a 5 ans ce voyage. Faire une demande de visa, c'est un petit peu plus compliqué parce qu'il faut avoir tout ton trajet de tracé, de tel jour à tel jour. Faut vraiment montrer tous tes hébergements, etc. Le coût est assez cher aussi. Dans mes souvenirs, c'était dans les 150 €, quelque chose comme ça. Donc bon. Et après, ils peuvent te le refuser aussi, d'ailleurs, à un moment donné. Alors que pour l'Afrique, il y a quand même très peu de risques qu'ils te le refusent. La Chine aussi, ça c'était bien compliqué pour la Chine, qui m'a d'ailleurs fait changer de passeport. J'avais organisé un beau voyage qui me faisait rêver, un voyage en Eurasie, en train. Je voulais partir de Saint-Pétersbourg et arriver à New Delhi et tout faire en train. Donc je m'étais prévu 4 mois pour ce voyage. J'avais eu mon visa russe, mon visa chinois, mon visa tibétain aussi. Et donc je prends le train, je traverse la Mongolie, j'arrive en Chine et là, la personne de l'immigration bloque sur mon passeport et ma photo en me disant quelque chose que j'ai pas vraiment compris, mais il y avait un problème quoi. Et en fait, il y avait une toute petite tache à côté de ma photo et pour lui, ça passait pas. Et il m'a mise de côté. Mais vraiment, c'était ridicule la petite tache et il m'a mise de côté. Il fallait que j'attende que tout le train passe quoi. Tellement stressée, je me disais mon Dieu, comment je vais pouvoir communiquer? Qu'est-ce que je fais là? Je suis au milieu de nulle part. Et voilà, ils m'ont fait tourner en rond pendant un bon moment quand même. Je comprenais vraiment rien, personne ne parlait anglais, un petit peu le stress. Voilà, les petits moments de voyage compliqués, surtout quand t'es tout seul, t'es là, bon, comment me rassurer là? Mais non, ça s'est bien terminé au final, mais ils sont méga stricts pour le coup, les Chinois. Et voilà, plein de choses à signer sur le fait qu'on va pas filmer leur pays, où on n'est pas en mode espion, etc. Donc voilà, ça part un peu loin. Donc le trajet que tu nous as cité, c'est le trajet du coup du Transsibérien. Donc il y a un voyage essentiellement en train qui relie Saint-Pétersbourg. Normalement jusqu'à Vladivostok, jusqu'au bout de la Russie. Moi, je suis pas allée jusqu'au bout de la Russie, j'ai fait jusqu'à la moitié, jusqu'à Irkoutsk, là où il y a le fameux lac Baïkal. Il est vraiment à la frontière de la Mongolie, et donc c'est là que j'ai quitté le Transsibérien, après avoir fait 3 semaines à bord. Donc je descendais, je remontais le lendemain, j'allais visiter quelques villes. Et mon voyage en Transsibérien s'est terminé à Irkoutsk. J'avais quand même fait 4500 km. Ok, tu as jamais eu peur de rater le train? Il faut faire attention pour le coup, surtout que vu que tout est organisé sur le visa, etc., avec les dates, et que tu peux pas vraiment... Voilà, faut pas que je loupe le train, sinon j'ai avoir des soucis avec l'armée russe, non merci. Et comment ça se passe donc? Tu montes dans le train à Saint-Pétersbourg. Voilà. J'imagine qu'il fait une escale à Moscou, qu'il fait plein d'escales. Il roule la journée, il s'arrête la nuit. Ou il roule également la nuit, il s'arrête vraiment à n'importe quel moment. Voilà, il s'arrête vraiment à n'importe quel moment. De telle heure à telle heure, il est sur le quai et là on peut partir peut-être visiter ou faire des choses, c'est comme ça? Non, il n'y a pas vraiment de temps faut vraiment prendre un autre train. Sinon le train, donc il part 15 jours, c'est 15 jours à peu près, le Saint-Pétersbourg jusqu'à Vladivostok. C'est quasiment 9000 km. Il y a au moins 3-4 fuseaux horaires que tu passes au passage. Je crois qu'il y en a un ou deux par jour. Et donc voilà, si tu descends là, juste après Saint-Pétersbourg, donc je suis allée visiter Ekaterinbourg. Et il roule lentement le train ou pas? Ouais, il roule assez lentement. Dans mes souvenirs, il est à 80 à l'heure, où tu vois les paysages défiler. Et souvent le Transsibérien, on l'associe à un voyage de luxe. En mode vraiment train hyper confort, etc. Il faut savoir qu'il y a plusieurs types de trains en fait qui traversent la Russie comme ça. Donc tu as le Transsibérien, c'est assez cher, assez onéreux, et tu as aussi du coup le Transsibérien, le train du peuple. Moi c'est l'option que j'ai choisie d'ailleurs, c'est comme ça que j'ai dormi dans le Transsibérien. C'est hyper safe. Au passage, dans tous les wagons là, du Transsibérien, il y a un chef de cabine qui s'occupe de prendre soin du wagon, de vérifier le passeport.
Donc on monte pas dans le train non plus sans... C'est comment la vie à bord d'un wagon du Transsibérien? T'as vraiment, en tout cas dans ce train du peuple, que des personnes, des voyageurs qui vont descendre, monter. Les personnes vont s'occuper à lire les news, à jouer. Il y a des tables aussi pour s'occuper, jouer aux cartes, etc. Il y a un wagon resto. Après les Russes, dans mes souvenirs, ils se faisaient pas mal de petites soupes, etc. Je me rappelle une fois que j'étais un peu impressionnée parce que j'avais carrément un petit groupe de militaires. Et là, une quinzaine de jeunes, donc tous habillés avec uniforme, cargo, etc. et qui s'installent autour de moi. J'étais là, waouh, c'est impressionnant quand même. Ils faisaient 3-4 stops, donc j'ai pas beaucoup échangé avec eux. On a pu échanger, c'était marrant. Il y a une grosse barrière de la langue par contre en Russie, comme en Chine. Je pense que ça se voyait que j'étais une petite européenne parce que souvent les Russes me regardaient en mode mais qu'est-ce qu'elle fait là, elle toute seule, c'est perdue. Et alors cette barrière de la langue, j'imagine qu'on la ressent de plus en plus au fur et à mesure du trajet. Parce qu'on s'enfonce de plus en plus dans les paysages, dans les villages. On va pas se mentir qu'ils sont pas extrêmement du tout touristiques. Est-ce que c'était pas trop long à un moment, le fait de pas pouvoir échanger avec les gens, le fait de pas pouvoir communiquer avec eux? Est-ce qu'il n'y a pas eu peut-être un moment où t'es en mode là par contre, là je m'ennuie, là j'ai vraiment plus rien à faire? Alors le plus long trajet que j'ai fait dans le train là, c'était 60 heures je crois. C'était 2 jours et demi, donc là c'est vrai que ça commence quand même un petit peu à être long à un moment donné. Content de sortir, et je m'étais quand même organisé des rencontres dans les villes. Avec Couchsurfing, par exemple, cette plateforme trop cool pour rencontrer des gens, franchement, j'adore. J'ai pu rencontrer des gens, j'avais eu un guide à un moment, donc tout ça, ça me permettait, enfin, je peux échanger un petit peu avec des gens, même sans parler la langue. Je sais que c'est facile de dire ça, mais on peut toujours trouver un moyen d'échanger. Je me rappelle un super moment avec 2 Russes là dans le wagon restaurant. Bon, on avait bu l'apéro, c'est vrai, ça a aidé un petit peu. Mais voilà, du coup, on a créé des liens, on a fini par jouer aux cartes, ils m'ont emmené dans un wagon un peu secret. Un wagon un peu secret? Ouais, enfin, c'était là où il y avait les machines, on n'avait pas vraiment le droit d'aller et tout, donc c'était assez incroyable. Secret ou plutôt difficile d'accès, on va dire. Mais voilà, on se débrouille toujours. Tu arrives au lac Baïkal. Ouais, donc là on change de train pour le Transmongolien et j'ai passé 2 semaines en Mongolie. À Irkoutsk, j'ai pris le Transmongolien jusqu'à Ulaanbaatar, dans les 24 heures de train à peu près je dirais. Et là de Ulaanbaatar, j'ai fait une boucle, je me suis baladée, j'avais organisé un minimum aussi en amont avec une petite agence locale pour pouvoir aller découvrir les steppes de Mongolie, aller dans des yurts, dans des familles, etc. Et puis 2 semaines plus tard, j'ai repris un Transmongolien direction Pékin. Arrivé à Pékin, voilà, welcome to China. C'était le voyage pour moi le plus difficile entre guillemets pour cette barrière de la langue. J'ai voulu sortir de mon confort, je suis sortie de mon confort. Les Chinois ne parlent pas anglais. Non, j'ai même à Pékin, à la capitale, dans les auberges de jeunesse, t'arrives, tu dis hello, les gens te regardent. Là, pour le coup, la barrière de la langue, c'était très compliqué en Chine. J'ai adoré découvrir les différents paysages, prendre le train, continuer à vadrouiller avec mon super train par rapport au nôtre, pas cher, à l'heure. Et voilà, non, très bel aperçu du pays. Je sais pas si j'y retournerai, j'avoue. J'aurais peut-être d'autres pays avant, mais non, c'était chouette. Pour terminer ce voyage, donc au bout de Chine, je suis allée un petit peu au Tibet aussi, qui fait partie de la Chine, mais c'est un petit peu particulier parce qu'ils aimeraient être indépendants. Et puis après un bout de Népal et un bout d'Inde, en train, tout ça. Donc là, c'est un bonheur de retrouver des gens qui parlent anglais. Et j'ai fait 2 semaines en Inde, donc je connais pas vraiment l'Inde. J'avais un petit peu peur, j'appréhendais beaucoup donc cette destination parce que voilà, on m'avait dit oulala, quand t'es une femme et tout, c'est compliqué, etc. Pour l'Inde, oui, je valide. En Inde du Sud, j'ai une podcasteuse qui est venue, elle m'a dit qu'elle s'était vraiment jamais sentie en insécurité, avec les gens étaient hyper respectueux. Est-ce que dans toutes tes péripéties, dans tous tes voyages, il y a vraiment un moment où t'as eu peur, où tu t'es dit là ça craint vraiment? Justement en Inde, où je me suis retrouvée dans une situation un peu flippante et après je me suis dit mais n'importe quoi. Bon, j'étais à Varanasi, là où se trouve le Gange. Je dormais dans une auberge de jeunesse et j'avais rencontré une Anglaise, tac tac, on se balade le soir et on rencontre un petit mec avec son bateau trop adorable et qui nous propose de faire un tour sur le Gange. De nuit. Il nous a fait de la peine un petit peu, on s'est dit allez viens on va faire un petit tour. C'est vrai que de voir Varanasi depuis le Gange, ça peut être sympa, voilà. Donc nous voilà partis sur le petit
le petit bateau, la barque en bois, là, nuit totale, on voit la ville, et il nous demande des sous. Il commence à nous raconter sa vie comme quoi il est en galère totale et il nous en raconte de plus en plus en mode, voilà, ma vie c'est vraiment... c'est la galère totale, est-ce que vous pouvez m'aider quoi? Et on me dit on pourra en parler là-bas là du coup dès qu'on retourne sur la terre, non? Il me dit non, il faut vraiment m'aider là. Je me rappelle avec l'anglaise là on s'est regardé, merde là on a tout compris, on s'est dit mais putain comment on peut se retrouver dans cette situation? Elle nous a bien fait flipper parce que là tu te retrouves quand même sur ton petit bateau sur le Gange machin. Donc bon c'est des conneries ce genre d'histoire quand même, j'aurais pu l'éviter. Au final ça s'est bien terminé, j'ai pas fini au fond du Gange avec les vaches et les corps, encore heureux. Mais voilà, t'es là, t'as voulu être gentil, au final on te la met à l'envers un peu. Mais du coup, parlons un peu du coup de ton travail, parce que ton travail te permet de voyager. Je me suis spécialisée sur des destinations que je connais très bien, donc le Kenya, l'Égypte et le Sénégal. Je me suis concentrée sur l'Afrique surtout. Et j'organise des voyages sur mesure sur ces destinations. Je me suis mise là en indépendante depuis 2 ans à partir de la Toupie Voyageuse. Donc c'est mon blog là où j'écrivais un petit peu mes aventures. Je l'ai transformé en voyage sur mesure. Je suis pas mal nomade. Je travaille un petit peu d'où je veux et je retourne régulièrement dans ces pays pour rencontrer les gens avec qui je travaille, découvrir de nouveaux endroits, découvrir des nouveaux hébergements. Et je fais tout à ma sauce donc c'est top. Et si jamais il y a quelqu'un qui nous écoute ou qui nous regarde et qui veut potentiellement partir en Égypte, au Kenya ou au Sénégal, comment ça se passe? Et du coup me contacter, très important. J'ai quand même un type de voyage, je soutiens vraiment les voyages un minimum responsables, très loin du tourisme de masse, surtout sur l'Égypte, etc., qui a bien souffert de ça. J'essaie vraiment d'avoir des petits hébergements, etc., donc il faut qu'on soit quand même en phase au niveau de ces valeurs. Et puis après, voilà, concocter des voyages sur mesure, adaptés aux envies, au budget. C'est du voyage clé en main, après ça reste du sur mesure. Donc ça veut dire que si des personnes souhaitent être libres pour réserver à un moment donné des hébergements ou être complètement libres dans une partie de leur voyage ou ce qu'ils veulent. Moi j'aime pas m'occuper des vols par exemple, c'est pas trop mon truc. Je suis plus sur toute l'organisation sur place. Mais voyage clé en main avec plein de contacts, adresses secrètes, etc. C'est vraiment la petite touche que j'essaie d'apporter. Si jamais vous décidez de partir en Égypte, au Kenya ou au Sénégal, et que vous avez envie d'avoir un petit cadre quand même pour partir, je vous mets tous ces contacts dans la description. Merci Marion d'avoir participé. Si jamais vous aussi venez parler de vos aventures, venez nous raconter votre voyage, venez nous faire rêver, venez faire rêver les autres. C'était Max pour Bombcast. Au revoir.